Au départ, les États-Unis accusaient le dirigeant burkinabé de vol d'or. Il a ensuite été qualifié de visionnaire par le même général. Qu'est-ce qui a conduit l'Occident à changer son opinion sur le capitaine Ibrahim Traoré, passant d'une attitude critique à une attitude admirative? Que s'est-il passé en coulisses pour qu'un puissant général américain change d'avis? Examinons cela. Il n'y a pas eu d'explosion, il ne s'agissait pas d'un coup d'État, il n'y a même pas eu de fuite de câbles. Il suffisait d'une phrase bien choisie. Michael Langley, le chef des US. Avec la confiance tranquille d'un homme qui se croyait infaillible, il parlait le torse penché en avant et en direction du commandement et Afrique. Langley a déclaré devant les caméras que le capitaine Ibrahim Traoré, le président de transition du Burkina Faso, abusait des réserves d'or nationalisées du pays pour ancrer son pouvoir militaire au lieu d'élever le peuple burkinabé. Il avait un son intentionnel tact et préparé. Mais cela ressemblait à une gifle. Il manquait de contexte de preuve et de prise en compte des positions opposées. C'était seulement une audacieuse insinuation que Traoré amassait la richesse nationale pour maintenir son propre pouvoir. À ce moment-là, une rupture s'est produite. Il se trouve en Afrique, pas à Langley. La déclaration a été prise au sérieux dans toute l'Europe. En plus de l'attaque contre un dirigeant, une vision coloniale du monde a également été renforcée. Une dans laquelle les dirigeants africains reçoivent le même type de réprimande que des enfants mal élevés. Quelqu'un qui respecte les ressources seulement lorsque cela profite aux marchés occidentaux. Un tel individu qui est soumis aux attentes externes concernant la souveraineté africaine et qui n'est autorisé que lorsque cela est le cas. Cependant, ce n'était pas le cas en 1965. En l'an 2025, cette fois la résistance était forte, rapide et numérique. Après avoir été traduite en français, en arabe, en swahili et dans de nombreux dialectes régionaux, la citation s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Il a été décortiqué par des journalistes, des activistes politiques et des influenceurs. Burkina Faso n'était-il pas en droit de contrôler l'or? La décision de la nation de nationaliser ses ressources ne relevait-elle pas de ses droits de souveraineté? Et qui était ce général étranger, assis à des milliers de kilomètres de là, qui remettait cela en question? Les gros titres ne se sont pas fait attendre. Dans le sud global, y compris en Afrique. Dans les rapports, les commentaires de Langley ont été présentés comme une nouvelle attaque de l'Occident contre l'indépendance africaine. Des commentateurs du Ghana, de la RDC, du Mali et du Sénégal ont abordé la longue histoire de l'ingérence étrangère sous le couvert de la civilité. Ils ont déclaré que c'était l'insulte la plus récente. Qu'est-ce qui a empiré la situation? Le Burkina Faso avait déjà attiré l'attention des médias l'année précédente en expulsant les bases militaires étrangères, en revendiquant une domination économique dans le secteur de l'or et en plaidant pour une nouvelle alliance régionale s'opposant à la dépendance de l'aide occidentale. Jeune sûr de lui former militairement et ouvertement panafricaniste, le capitaine Traoré était devenu un symbole. Une diffamation de sa personne constituait une diffamation du mouvement. Et cela a provoqué une réaction violente. À Ouagadougou, de jeunes militants portèrent des pancartes avec les mots « Main hors de notre or » et l'anglais qui appartient à l'Afrique. Non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans le monde entier, il y a eu des manifestations. Des artistes du Mali voisin ont montré comment Traoré écrase des marionnettes occidentales dans des fresques murales. Les dirigeants étudiants au Tchad ont créé des forums pour examiner les déclarations de l'anglais comme un exemple de rhétorique néocoloniale. Même les critiques de longue date de Traoré qui désapprouvaient de son style de leadership militarisé ont trouvé un terrain d'entente dans la résistance contre l'humiliation étrangère. La confrontation avait conduit à un événement inhabituel. Cela a uni des adversaires politiques du moins temporairement sous le signe commun de la dignité. Cependant, ce n'était pas seulement d'une signification symbolique. En arrière-plan, des signaux discrets mais clairs sont parvenus aux ambassades américaines de la part des diplomates africains. Des sources rapportent des réunions informelles où le mécontentement était palpable. Certains ministres africains ont même menacé de boycotter les négociations régionales de sécurité prévues si l'anglais ne faisait pas amende honorable. D'ici la fin du mois, l'histoire avait complètement changé. L'anglais, autrefois considéré comme l'autorité américaine de premier plan en matière d'Afrique, est désormais devenu le symbole de l'arrogance occidentale. Et Traoré n'avait presque rien à dire pendant que les fonctionnaires américains s'efforçaient de gérer les conséquences. Son silence en disait long. Il avait gagné la guerre des récits sans rien faire. Il est devenu, au lieu d'une punition qui aurait dû le honteux, un martyr pour la cause de l'autonomie africaine et de l'indépendance économique. L'anglais avait peut-être, sans s'en rendre compte, ajouté du carburant à un mouvement naissant. Cependant, derrière chaque cri public se cache un calcul privé. De plus, la pression dans le cas de l'anglais augmenterait bientôt. Non seulement de l'étranger, mais aussi de personnes de sa propre communauté. Après une telle tempête, quelqu'un doit finalement nettoyer le chaos. Alors l'histoire prend une autre tournure. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Continuons.
Le bruit était à son comble. Le nom de l'anglais est devenu un symbole d'insulte, d'arrogance et de la vieille voix impérialiste que beaucoup pensaient en disparu dans les capitales africaines et les communautés en ligne. Cependant, la panique interne au sein des appareils de défense et de diplomatie américains n'a pas été captée par les caméras et n'a pas été traitée dans la plupart des gros titres. Les manifestations ont fait beaucoup de bruit, mais le silence des gouvernements était plus puissant. Les appels téléphoniques des partenaires régionaux dans le secret ont pris fin. L'échange d'informations de renseignements a ralenti. Ils ont discrètement retiré les invitations au futur sommet de sécurité conjoint. Des diplomates dans les ambassades d'Afrique de l'Ouest ont constaté un climat de refroidissement et une fatigue croissante envers l'engagement américain au Sahel, ce qui les a amenés à commencer à envoyer des dépêches urgentes à Washington. L'anglais avait également offensé d'autres pays dont le Burkina Faso. Il avait provoqué une aliénation dans toute une région qui s'était déjà détournée de l'influence américaine. Des initiés rapportent que les employés de l'anglais ont été conseillés de limiter les dégâts, et celles qui exigent un retournement clair et public, pas celles qui se cachent derrière la rhétorique politique. Cela allait cependant au-delà des simples apparences. Quelque chose d'authentique et de plus profond était présent. Maintenant, la philosophie de l'autodétermination africaine contournait l'anglais au lieu de soldats formés pour le combat, la stratégie organisée et le commandement. Ils n'avaient pas mal lu la carte, mais le moment. Alors que la Chine et la Russie prenaient des initiatives diplomatiques risquées à travers tout le continent, la pression des conseillers en sécurité nationale et des experts en affaires africaines dans son entourage augmentait. Les deux puissances avaient de garder le silence sur la politique de Lord Traoré. Il n'y avait aucune obligation pour vous. Leur comportement était de rester délibérément silencieux. Cela offrait aux dirigeants africains la possibilité de prendre le pouvoir sans avoir à se soucier de critiques éventuelles. Pendant ce temps, le commandant militaire américain avait fait irruption dans la pièce. Maintenant, Washington avait besoin d'un agent d'entretien pour nettoyer le désordre. Ensuite, le général cligna des yeux. Ils rédigèrent une déclaration. Des personnes proches de la direction de la défense rapportent qu'elle a été révisée plusieurs fois, chaque révision ayant une intensité moindre afin de donner l'apparence de sincérité sans paraître faible. Finalement, le message a été rendu public. L'anglais a admis que ses déclarations précédentes reposaient sur un mauvais jugement, ne prenaient pas en compte le contexte complet et étaient influencés par des facteurs externes. Pour l'œil non averti, cela semblait être une correction stérile. Cependant, cela a été interprété comme une capitulation en Afrique. Un puissant général américain venait de se retirer publiquement sous contrainte de ce continent qui était considéré comme un échiquier géopolitique depuis des décennies. Les analystes ont commencé à percevoir du désespoir dans l'excuse de l'anglais. La prise de conscience que le ton américain ne pouvait plus être poursuivi sans limite et le fait que le pouvoir américain ne devait pas s'effondrer. L'Afrique n'avait plus peur des reproches. Cela exigeait du calme ou du respect. Ainsi, le retrait de l'anglais a été transformé en une capitulation symbolique qu'il avait tenté d'éviter dans une étrange ironie. Cependant, il y a une différence entre exprimer des regrets et restaurer sa réputation. Washington savait qu'une excuse ne suffisait pas. Les dommages devaient être réparés. Il devait regagner la confiance du Burkina Faso et par conséquent influencer le récit plus large du Sahel avant de disparaître complètement. À ce stade, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Au lieu de simplement présenter des excuses, l'anglais a commencé à trouver des mots élogieux. Le changement était si étrange que certains doutaient si l'Amérique avait vraiment changé de position ou si elle avait simplement appris à présenter une façade plus amicale. Il a constaté des pas audacieux vers la souveraineté et le développement. De manière inattendue, l'homme qui avait décrit Traoré comme une menace l'ornait maintenant de reconnaissance. Voici ce qui le rendait étrange. L'anglais avait changé Traoré, en revanche, non. Washington exigeait des réformes, Ouagadougou revenait sur ses positions et de nouvelles élections n'avaient pas lieu. S'il y a eu un changement, c'est que Traoré est devenu plus affirmé, a accru son influence sur l'économie, a renforcé les institutions étatiques et a intensifié les efforts de nationalisation de l'énergie, de l'or et même des produits agricoles. Au lieu de se rapprocher du manuel économique occidental, il s'en éloignait davantage. Mais le ton de l'anglais changeait de manière aussi rapide qu'une girouette. Cela a été perçu par des observateurs avertis comme une mise en scène plutôt qu'une reconnaissance. L'anglais n'avait pas vu la lumière mais la carte. Burkina Faso représente désormais un symbole plutôt qu'un paysan sur cette carte. Cette nation a survécu malgré les critiques des médias, la distance diplomatique et les sanctions, et a commencé à développer un autre type de gouvernement qui rejetait complètement la dépendance vis-à-vis de l'Occident. En résumé, Traoré était devenu trop important pour être ignoré. L'anglais n'a pas été renommé sans raison. Cela reflétait une prise de conscience plus large qui se dessinait au sein de l'establishment de la politique étrangère américaine.
Dans les pays qui avaient connu et apprécié l'indépendance, les méthodes traditionnelles d'influence de soutien militaire, d'aide conditionnelle et du FMI n'étaient plus efficaces. Pire encore, de nouveaux acteurs ont envahi le vide créé par le retrait de l'Occident. La Russie a intensifié ses alliances de défense. La Chine a développé la fibre optique, les infrastructures et le commerce sans discours. L'Iran et la Turquie ont négocié des programmes d'échange technologiques et culturels. Même des nations de moindre envergure comme l'Indonésie et la Serbie ont établi de nouvelles relations diplomatiques avec les capitales de l'Afrique de l'Ouest. L'Occident a perdu l'accès et le contrôle des récits. C'est pourquoi le tournant de l'anglais revêt une grande importance. Il ne s'agissait pas seulement du Burkina Faso. Il s'agissait de préserver l'influence avant qu'elle ne s'effondre complètement. Les États-Unis voulaient paraître flexibles en louant Traoré. Reconnaissez-vous le message sous-jacent ? Votre style de leadership est acceptable pour nous. Nous comprenons les modèles locaux, nous apprécions leur indépendance. Cependant, cette stratégie a l'inconvénient que chacun se souvenait de ce qui s'était passé seulement quelques semaines auparavant. Les reproches n'ont jamais été oubliés. Le mépris a été enregistré par tous. Bien que ce fût diplomatique, le compliment avait aussi un ton désespéré. Le gouvernement du Burkina Faso a accueilli les compliments de l'anglais avec un professionnalisme froid. Traoré n'a pas remercié de manière exubérante. La réconciliation a été célébrée sans conférence de presse ni séance photo. Poursuivez les activités habituelles, augmenter les financements publics pour les entreprises régionales, planifier des opérations militaires avec des alliés en dehors de l'Occident et donner d'autres assurances que le Burkina Faso respectera ses engagements. Traoré a exprimé son message dans ce silence. La confirmation était sans importance. La victoire était déjà acquise. Les répercussions du changement de l'anglais étaient cependant sous-jacentes. La séquence a été suivie par d'autres dirigeants africains, en particulier ceux de Guinée, du Nigeria et du Mali. D'abord vient l'accusation. La résistance vient ensuite. Si tu restes ferme, tu gagneras le respect. Il s'agissait d'un projet d'une preuve de faisabilité. Si tu ne t'agenouilles pas, l'Empire se dressera à tes pieds. Certains membres de la communauté diplomatique ont même commencé à désigner Traoré comme un rempart diplomatique plutôt que de le considérer simplement comme un dirigeant. Le Burkina Faso ne serait pas le seul pays à réagir, c'est pourquoi chaque attaque contre lui devait être soigneusement planifiée. Cela émergerait d'une vague d'opinion publique d'une nature continentale que l'Occident ne pouvait encore ni prévoir ni gérer. Par conséquent, le changement de nom de l'anglais était plus qu'un simple changement de personnel. Cela est devenu un indice des rapports de force changeants. Il est devenu évident que l'époque de la diplomatie unilatérale touchait à sa fin et que les pays africains non seulement pouvaient résister à la pression, mais aussi la retourner lorsqu'ils étaient unis par la souveraineté et un intérêt personnel inconditionnel. Une question reste sans réponse. L'anglais a-t-il sincèrement fait l'éloge? Ou s'agissait-il simplement d'un épisode supplémentaire dans un long jeu de stratégie d'endiguement? En géopolitique, un compliment ne signifie pas toujours de l'admiration. Parfois, c'est un déguisement. Dans ce cas, cela pourrait cacher la prochaine stratégie de l'Amérique pour rester pertinente dans un monde où l'Afrique n'est plus petite ou silencieuse. Le changement de ton du général Langlais n'était pas non plus unique. Les sujets discutés ne se limitaient pas au Burkina Faso, à Traoré ou aux conséquences d'un témoignage du Sénat mal formulé. Cela ne représentait que le début d'un phénomène tectonique plus vaste qui démontrait à quel point la position de l'Amérique en Afrique était devenue instable. Cependant, dans les coulisses, une peur plus profonde grandissait alors que l'anglais Traoré était publiquement loué. Les États-Unis ne sont plus la puissance standard en Afrique. Washington est également informé à ce sujet. Pour maintenir leur influence en Afrique pendant de nombreuses années, les États-Unis ont utilisé 3 mécanismes: la coopération militaire, l'aide au développement et la réputation diplomatique. Selon ce cadre obsolète, l'Afrique était plus dépendante de l'Occident que l'inverse. Cependant, quelque chose a mal tourné. Et qu'est-ce qui cause le plus de désagréments à Washington? Ce ne sont pas les balles qui sont mises en cause, ce sont les décisions qui ont permis que cela se produise. Les dirigeants africains, en particulier au Sahel, ne regardent plus systématiquement vers l'ouest. Ils se tournent vers le sud, l'est et de temps en temps vers l'intérieur. Ils établissent des liens avec la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Inde et le Brésil, ainsi qu'avec des pays moins connus comme la Malaisie et l'Indonésie. De plus, ces nouvelles alliances, contrairement à leurs homologues occidentaux, sont exemptes de restrictions politiques, d'obligations morales et de sermons. Washington s'efforce désespérément de contenir cette menace en silence. Malgré l'effet tactique des éloges de l'anglais, c'était en vérité un déguisement pour la panique croissante. Et si l'Amérique n'était plus nécessaire, regardez la Russie. Moscou pénètre profondément dans les institutions militaires africaines par le biais d'accords de sécurité, de missions de formation, de partenariats pour lutter contre les rébellions, de visites d'État et de contrats d'armement. Contrairement aux États-Unis, la Russie ne demande pas de réformes en contrepartie.
Il arrive simplement, demande ce qui est nécessaire et le fournit. Une telle forme de respect a échappé à de nombreux gouvernements africains depuis un certain temps. La Chine a une autre stratégie qui est également couronnée de succès. Il est basé sur une approche économique. Toutes les centrales électriques, ports, routes, chemins de fer et infrastructures numériques le sont construits par des accords bilatéraux souvent financés et entretenus. Il n'y a pas de subventions conditionnelles, pas de critiques publiques et pas de rapports annuels exprimant des préoccupations concernant les affaires intérieures. La Chine considère les dirigeants africains comme des partenaires de développement égaux et non comme des modèles de progrès. De plus, il existe la diplomatie discrète d'acteurs émergents mais moins influents. Les États du Golfe investissent dans la logistique et l'agriculture en Afrique. L'Inde développe des systèmes de santé numériques. Le Brésil établit des partenariats dans le secteur de l'éducation. Ils offrent chacun quelque chose qui n'existe pas en Amérique, une relation basée sur le besoin plutôt que sur la culpabilité historique. En revanche, les États-Unis semblent être pris dans un conflit entre deux instincts diamétralement opposés. D'une part, elle souhaite se montrer comme une alliée serviable qui respecte la souveraineté nationale. Il a cependant du mal à se défaire de l'habitude de déterminer les paramètres du contact. Lorsque le masque est tombé et que le ton ancien est réapparu, cette contradiction a été illustrée par la première accusation de l'anglais contre Traoré. Lorsque le plan a échoué, il a été modifié. Cependant, l'Afrique a pris conscience du problème. Tout le monde l'a remarqué. Même les titans américains les plus prudentes commencent à comprendre que les États-Unis ne sont plus le seul acteur du jeu, que leurs bases militaires ne garantissent ni influence ni loyauté, et que leurs critiques ne mènent pas à l'obéissance mais plutôt à la résistance. Cela nous ramène au renaming de l'anglais. Ce qui semblait être un simple ajustement personnel était en réalité à bien des égards un test de terrain pour un changement plus significatif. Dans une Afrique multipolaire, les États-Unis peuvent-ils rester pertinents sans dicter le discours lésine ? Premiers résultats sont peu encourageants. Alors que l'anglais parlait des développements positifs au Burkina Faso, Traoré était occupé à discuter de la raffinerie d'or, de la sécurité alimentaire et du développement d'infrastructures communes avec des puissances non occidentales. Alors que les diplomates américains parlaient de rétablir la confiance, la jeunesse burkinabé organisait des sommets culturels pour honorer l'unité panafricaine et rejeter l'héritage de Bretton Woods. En résumé, l'Afrique a déjà fait des progrès. Le Burkina Faso n'est pas revenu dans le giron occidental à cause des commentaires élogieux de l'anglais. Elle a simplement accepté une nouvelle réalité. Les États-Unis ne peuvent plus exercer de pression pour obtenir de l'influence. Bien qu'elles ne soient pas toujours en accord avec les intérêts occidentaux, elles doivent désormais rivaliser sur un pied d'égalité avec des pays qui respectent les décisions de l'Afrique. Il ne s'agit pas seulement d'un changement local, il s'agit d'un nouveau départ complet. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un outsider dans la politique mondiale, est désormais une étude de cas sur l'affirmation postcoloniale. Traoré s'est également établi comme un modèle pour d'autres dirigeants africains lassés d'être contrôlés en refusant de céder face aux critiques répandues. L'Afrique, qui était autrefois considérée comme un échiquier, joue maintenant son propre jeu avec de nouvelles pièces, de nouvelles alliances et de nouvelles règles car le monde n'est plus unipolaire. L'Occident acceptera-t-il ce changement ou continuera-t-il à faire comme si de rien n'était ? Avec la réponse à cette question, le puzzle est complet. Que se passe-t-il lorsque des dirigeants africains, Traoré et d'autres, deviennent des décideurs mondiaux ? Pendant des décennies, l'Afrique a été explorée, conseillée, interrogée, instruite et gouvernée. Chaque élection a été surveillée, chaque budget a été contrôlé et chaque décision politique a été dirigée. Il est attendu que les États africains suivent les règlements des puissances occidentales. Un général américain s'est excusé auprès d'un chef militaire africain de 35 ans et l'a presque immédiatement applaudi. Ce fait est peut-être le meilleur exemple de la façon dont les choses ont changé. Certains considèrent cela comme un moment diplomatique tandis que d'autres le voient comme un masque. Pour de plus en plus de dirigeants, d'activistes et de penseurs africains, cela ressemble cependant à une reconnaissance depuis longtemps attendue de qui a réellement le pouvoir en ce moment. Tout d'abord, il convient de noter que le général Langlais n'a pas été rétrogradé. Aucune mesure disciplinaire publique n'a été prise contre lui. Cependant, il a pris une mesure de bien plus grande portée symbolique. Il a fait une révérence rhétorique devant un homme que l'Occident avait tenté de discréditer. Et dans ce subtil passage de l'affrontement à l'éloge, un courant plus profond se révélait, une démontrant comment l'Afrique est désormais prête à prendre les rênes. Il prend la direction. Le monde change aussi. Dans la paranoïa actuelle qui émerge à Washington et à Bruxelles, il y a plus qu'une simple politique de l'or ou un leader autoritaire. Il s'agit de la prise de conscience croissante qu'Afrique n'a plus besoin de justification. Il n'est pas nécessaire que la nationalisation de leurs ressources soit approuvée. Pour conclure des pactes de défense avec des puissances non occidentales, aucune autorisation n'est requise.
Pour être reconnu comme légitime, il n'est pas nécessaire qu'il imite d'autres systèmes démocratiques. De nombreux gouvernements africains se posent une question encore plus radicale. Pourquoi imiter? Au Burkina Faso, Traoré a subtilement démontré ce qui se passe lorsqu'un pays s'autogère et ne s'effondre pas. Lorsque la nation a nationalisé l'or, les analystes occidentaux ont prédit une anarchie économique. Cela ne s'est jamais produit. Ils prédisent une instabilité politique après la consolidation militaire. La popularité de Traoré a plutôt augmenté. Ils ont publié un avertissement contre l'isolement diplomatique. Cependant, de nouvelles coopérations ont émergé de sources inattendues. Et maintenant, le même Occident qui avait mis en garde contre cette voie essaie de réintégrer la pièce avec une reconnaissance tactique et des sourires calculés. Cependant, il y en a aussi qui n'applaudissent nos pas. Dans les institutions occidentales, l'inquiétude grandit, même si elle est silencieuse, que tout le paradigme de l'engagement avec l'Afrique échoue. Il n'est pas pris en compte bien qu'il ait été vaincu dans un conflit public. Les nations africaines organisent, leur sécurité négocie, la paix craint des monnaies alternatives et forme de nouvelles alliances régionales sans supervision occidentale. Aucune déclaration formelle d'indépendance n'a été faite. Ce n'est pas nécessaire. Dans le comportement, l'explication est incluse. On peut l'entendre dans la langue que parlent les dirigeants africains. Action commune au lieu de soutien. Pas de conditionnalité, mais plutôt de la souveraineté. Au lieu de l'obéissance, la coopération. Cela se voit dans l'organisation des sommets. Auparavant, les présidents des pays africains se rendaient en Europe pour obtenir des promesses. Maintenant, l'Europe essaie de rattraper son retard en envoyant des avions. Et plus souvent qu'autrement, ils quittent les lieux avec des assurances vagues au lieu d'une influence assurée. Le changement concerne aussi les émotions. La fierté est de retour. Un changement de culture. La conviction que les systèmes de design africains, plutôt que ceux occidentaux, représentent une réparation pour le continent. L'Afrique teste ses modèles dans les domaines de la banque, de l'éducation, de la sécurité et des médias. Certains n'auront pas de succès. D'autres viendront qui changeront complètement le terrain, mais c'est justement le point central. L'expérience est menée sans autorisation externe. Les éloges de l'anglais pour Traoré étaient donc plus qu'un simple geste symbolique. Il s'agissait d'une admission tacite. Les enseignants ne sont plus nécessaires en Afrique. L'Occident doit maintenant faire attention, sinon il risque un retour en arrière. Cela crée cependant une dynamique complètement différente. Une qui est traversée par des doutes. Que se passera-t-il en Afrique si l'Occident cesse de prendre des décisions, s'il n'est pas capable de diriger le développement, de façonner les récits ou d'appliquer l'aide? Cela se produit déjà et renforce l'Afrique. Croyez-vous que l'Afrique devrait craindre d'obtenir son indépendance? Est-ce que cela ira mieux si l'aide occidentale disparaît? Que choisiriez-vous pour l'Afrique? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Voulez-vous voir d'autres vidéos de ce genre? Si c'est le cas, cliquez sur l'icône de cloche à côté et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons décidé de produire des vidéos sur un sujet dont personne ne parle. L'histoire, la culture et la civilisation des Noirs, ainsi que des preuves de leur gloire. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Revenez absolument pour la prochaine vidéo.